On a entendu Yevgeny Prigojine, encore lui, oui, encore lui. Un cran est à nouveau franchi, pas seulement dans ses attaques contre l'état-major de l'armée russe, Shoigu, Gerasimov, mais aussi avec sa mise en demeure, il n'y a pas d'autre mot, à Vladimir Poutine de sévir contre justement de la hiérarchie militaire. Écoutons-le d'abord quand il parle de ce qui se passe à Bakhmout. Сегодня делается все абсолютно, чтобы он посыпался. Поэтому сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов. Бросив позиции, сбежали все и оголили фронт шириной почти 2 километра и глубиной 500 метров. Сегодня 9-е, 8-го было совещание, на котором дали 10% от запрашиваемого. Нас просто в наглую обманули. Мы не уйдем из Артемовска, будем настаивать еще несколько дней, пободаемся, а там разберемся. Alors ça, c'est le premier constat. Bon, déjà, c'est le gros tacle. Mais ensuite, il estime que l'armée russe trahit la Russie et il met en demeure Vladimir Poutine de réagir en saquant sa propre hiérarchie militaire. Sinon, dit-il, c'est la Russie qui va se rebeller, qui ne supportera pas la défaite militaire. Tout cela dit en des termes très crus, le mot est faible, écoutez. Его руководство, а эту глупость руководства генералы на местах и полковники обязаны выполнять, потому что команды, которые им с ним сверху даются, они просто абсолютно преступны. И поэтому я хочу подчеркнуть, идет преступление под названием уничтожение российского народа, измена Родины. Если все задачи выполняются ради того, чтобы обмануть верховного главнокомандующего, либо верховный главнокомандующий вам жопу порвет, либо русский народ, который очень будет расстроен, если война будет проиграна. Montage Lilian Brémond. Comment expliquer qu'ils se permettent désormais d'aller aussi loin? Et encore, ce qui frappe, je le disais, c'est pas tellement les termes employés à l'égard de Shoigu ou Gerasimov, c'est la mise en demeure de Vladimir Poutine. Ce qu'il dit, c'est sévissez ou alors c'est vous qui allez tomber. Il n'accuse pas Poutine. Général Gomar. En fait, non, il n'accuse pas directement Poutine, mais ça ressemble à une mise en demeure. Oui, c'est vrai. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il se met toujours en scène, Prigojine, depuis le début. Il a l'air d'avoir un langage très, très, très net, très vrai. En fait, c'est un message politique en même temps. C'est-à-dire que lui, il cherche à avoir sa place au soleil et est un potentiel successeur d'un Poutine, ou en tous les cas être dans le cercle très rapproché de Poutine. Et pour ça, il est en guerre depuis, effectivement, avec les chefs ou les généraux russes, voire le ministre de la Défense russe, c'est-à-dire Shoigu. Et c'est là où son attitude est très intéressante, je trouve. C'est que, de fait, il dit avoir eu 10% de ce qu'il a demandé, et donc, en ce sens, il s'estime trahi. Il accuse les Russes d'avoir déserté. Il accuse les chefs militaires russes de ne pas faire leur travail, d'envoyer leurs soldats se faire tuer. Mais est-ce que lui ne fait pas ça, finalement? Parce que lui, il envoie des gens, c'est la chair à canon, les soldats de Wagner. Donc, en fait, est-ce qu'il n'inverse pas la charge de la preuve, j'allais dire, vis-à-vis des généraux russes? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui ressemble à un sentiment d'impunité, de pouvoir se permettre d'apostropher le chef de cette manière. Il recommence le même numéro tous les 3 mois, depuis le début de la guerre. Alors, effectivement, mais ça monte d'un cran à chaque fois. Non, pas vraiment. Je pense que si vous repassiez les séquences, les 3 ou 4 séquences précédentes, c'est en fait une fois à peu près tous les 3 mois, vous avez le même langage, comment dire, un peu fleuri, un peu odoriférant. Et là, il était d'ailleurs plutôt en dessous de sa norme. Et il fait des menaces qu'il ne met jamais à exécution. Sa menace était de se retirer de Bakhmout demain s'il n'obtenait pas que Kadyrov le remplace. Alors comme Kadyrov a quand même à peu près autant de réputation en tant que chef de guerre que le clown du cirque de Moscou, ça faisait moyennement rire les populations. Et quant à l'avenir politique de cet homme qui va visiblement... nous avons parfois parlé autour de ce plateau de la question de la maladie de Poutine. Là, vous voyez un homme qui va franchement pas très bien. Hein. Vous voulez dire mentalement ou physiquement? Regardez-le. Bon,
que j'ai besoin de faire un commentaire, non. Et franchement, Heinrich Himmler avait plus de tenue et plus de sérieux dans la galaxie nazie que ce type-là en a dans l'environnement russe actuel, qui est assez comparable dans son fonctionnement à ce qu'était l'Allemagne nazie, c'est-à-dire des groupes concurrents entretenus par la verticale du pouvoir, par les Kremlins, pour se faire concurrence les uns aux autres. C'est pas Poutine. Ce type-là n'opère pas malgré Poutine. Ce type-là opère grâce à Poutine. Poutine est ravi qu'il y ait Kadyrov, Shoigu, Prigojine, qui se fassent concurrence pour voir quel sera celui qui travaillera le mieux pour le chef. Ça, c'est vraiment un peu comme l'Allemagne des années 30 et 40, ça. Non, dit Jean-Dominique. Parce que moi, c'est la façon dont il met en demeure, c'est le mot. Moi, Soit vous réagissez, soit c'est vous qui allez le destituer. Donc, les affirmations de François là-dessus. Dans toutes les guerres, il y a toujours des affrontements entre les grands chefs militaires. Toutes les guerres, y compris dans les grandes démocraties, voilà. Elles ne sont jamais en direct à la télévision, comme ça. Ça, c'est vraiment la nouveauté. On n'a jamais vu ça, quand même. Il faut quand même... On n'avait pas la télévision. Oui, mais on n'a jamais vu... Il y avait les journaux. Ça, on n'a jamais vu. Il faut quand même le dire aux téléspectateurs. On rentre dans un monde nouveau où les chefs militaires, parce qu'ils commandent quand même 20, 30, 40 000 hommes, on ne sait pas, sur le front, disent des horreurs sur les chefs d'état-major. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, publiquement en tout cas. Alors la question c'est pourquoi, et ça la réponse c'est, moi je ne l'ai pas, pourquoi Vladimir Poutine laisse faire ça? Est-ce qu'il laisse faire ça parce qu'il y a intérêt? C'est possible. C'est la logique. Plus je joue sur plusieurs tableaux, ça fait quand même très, très désordonné, quand même. Et ça fâche beaucoup de gens. Parce que ça fâche tout le monde, cette histoire. Ça fâche les militaires qui, comme on l'a toujours dit, détestent Wagner. Mais ça fâche aussi les gens de Wagner et les gens qui peuvent soutenir Wagner contre les militaires. Est-ce qu'il le fait parce qu'il y a intérêt, ou est-ce qu'il le fait tout simplement parce qu'il ne peut pas faire autrement? Parce que il n'est que la clé de voûte d'un système dont il n'a pas toutes les clés, en réalité. Et on peut reprendre la comparaison avec l'Allemagne nazie. Est-ce que Hitler manipulait tout le monde, ou est-ce qu'il était simplement l'arbitre entre les SS, l'armée, le parti, je ne sais quoi? Donc c'est une vraie question. Moi, je n'ai pas la réponse. Personne, je crois, n'a la réponse. Peut-être quelques kremlinologues particulièrement bien informés, mais l'histoire nous a appris à nous en méfier. En tout cas, peut-être qu'il n'a pas... Une chose est sûre, c'est que Poutine n'est pas Staline. Parce que Staline, il aurait... Un Prigojine sous Staline, c'est inimaginable. Donc, ça veut dire que le pouvoir est d'une nature différente. Moi, je pense spontanément que le pouvoir est plus d'un type un peu mafieux, où il faut ménager les uns et les autres, parce que le système est plus fragile, sans doute, qu'on ne le croira. Et donc, il n'a pas les moyens de faire taire ce gars qui dit des choses incroyables. Et vous avez la réponse, Vera, parce que ce qui est en creux dans ce qu'il dit, c'est que Poutine est faible. Vous n'arrivez pas à sanctionner votre armée pour ses résultats médiocres, eh bien c'est vous qui risquez d'être balayé. C'est ça qu'il dit à Poutine. En fait, déjà, c'est une grande illusion de penser que Poutine contrôle tout en Russie, chaque pas, chaque parole de quelqu'un. Même si, effectivement, on ne sait pas beaucoup comment ça se passe au Kremlin, on a des sources qui nous permettent de dire comment ça fonctionne dans certains aspects. Donc, par exemple, on sait que, effectivement, Prigojine ne rencontre pas Poutine tous les mois. Même il ne peut pas lui appeler quand il veut. En fait, et chaque acteur du système de Poutine est mis dans cette position. Il voit Poutine déjà après deux semaines d'isolation, parce que Poutine est toujours très paranoïaque à propos de sa santé. Et après, ça se passe une fois par 6 mois, par un an souvent. Ah oui, il n'y a pas de ligne directe, il n'y a pas de contact direct. Non, pas du tout. Il évite ça. Il veut qu'effectivement il y a des conflits entre différents groupes d'influence. Donc ici, bien sûr, pour lui, dans quelque sorte, c'est bien qu'il y a une concurrence entre le ministère de la Défense et Prigojine. Après, rendre public
Les conflits, c'était exclu sous le régime de Poutine. Jamais on a entendu parler des ouverts conflits entre, imaginons, Lavrov et, imaginons, je sais pas, Prikhotko en vice-premier ministre, ou entre Sechin et un oligarque Rothenberg. Donc c'est exclu. C'était une des règles de Poutine que depuis 12 mois, et d'ailleurs je signalais ça depuis longtemps, que Prigojine a rompu. Il ne voulait pas suivre cette règle. Il voulait faire la pression sur Poutine. Regardez, il fait vraiment la pression sur Poutine qu'il ne peut pas ignorer. On peut se demander, qu'est-ce que peut faire Poutine pour arrêter? Déjà, on peut se demander, qu'est-ce que Poutine avait fait pour le arrêter, pardon. Apparemment, rien. Rien. Il n'arrive Alors pas. pourquoi, d'après vous? Par faiblesse, parce qu'il ne peut pas, ou, comme dit François, parce qu'il a intérêt à susciter ces rivalités internes? Parce que, à mon avis, il est devenu l'otage de son propre système qu'il a mis en place. Parce que dans le temps de paix, ça lui servait très bien. Il arrivait en fait à jouer sur les contradictions de différents groupes d'influence et exclure qu'il y a des différents groupes d'élite qui se réunissent contre lui et qui font un coup d'État. Mais pendant le temps de guerre, ça retourne contre lui. Il ne peut pas avoir les résultats sur le front quand tous les joueurs sur le terrain sont désorganisés et même pire, ils font la guerre l'un contre l'autre. Donc ça devient contre-productif pendant le temps de guerre pour Poutine. Et les Russes ont connaissance de ces déclarations. Oui. Ils voient ces vidéos. Prigojine est devenu un entendent ces phénomène paroles. de la vie politique et sociale en Russie. En fait, on en parle. Avant, c'était exclu. Avant, c'était un petit, effectivement, mafieux qui faisait des choses en Syrie, en Afrique, on ne connaissait pas trop. D'ailleurs, c'était beaucoup caché. Mais il en profitait des systèmes de contrats d'État pour financer ses armées et ses actions à l'étranger. Mais il n'était pas un phénomène de la vie politique. Maintenant, chaque Russe sait qui c'est. Et d'ailleurs, ce que je vois, ce que je constate, il a pu trouver une niche politique pour plaire aux Russes. Je vois les commentaires sur les sociaux, sur Telegram, où il n'y a pas de trolls, parce qu'il y a les moyens pour les exclure, bon, massivement, je veux dire. Et là-bas, il y a les réactions qui disent, en fait, il est proche de nous, il nous comprend. Effectivement, l'armée russe, c'est un échec. Et lui, c'est quelqu'un qui dit la vérité, en fait. Donc, c'est quelque chose de très fort qu'il fait par rapport à la population russe. Il est arrivé de créer une image qui parle aux Russes moyens qui se sont très loin de Moscou, des oligarques, de cette vie belle et luxueuse. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui peut influencer beaucoup la politique russe en Il futur. commence à avoir une audience. On avance. On avance. Oui, juste un petit mot. Le parallèle avec la mafia est un parallèle qui est utile aussi. Et on constate que Poutine ne sanctionne pas, indépendamment des histoires avec Prigojine, n'arrive pas à fonctionner, à punir, à remplacer les gens qui se sont avérés incompétents au plus haut niveau. Ce qu'on appellerait les capi dans la mafia italienne, les chefs. Donc Shoigu et Gerasimov. Censément, il y a eu une attaque contre les Kremlins l'autre jour avec des drones. Vous imaginez qu'est-ce qu'on ferait aux États-Unis ou en France si les lieux de pouvoir étaient frappés par des drones? Je pense qu'il y a quand même quelques têtes qui tomberaient et à un niveau élevé de la hiérarchie. Ben non, en Russie, avec la Russie de Poutine, ça ne se passera comme ça. Par contre... Mais certains vous diront, François... Pardon, je termine. Au niveau des lieutenants, c'est-à-dire le niveau d'en dessous, au niveau du théâtre d'opération en Ukraine, là oui, là on remplace, là il y a des sanctions, là on remplace les généraux. Donc là il y a quelque chose qui ressemble à un fonctionnement. On va enchaîner, mais certains vous diront, même si ça semble difficile à croire, que c'est parce que peut-être que le Kremlin lui-même aurait organisé ces attaques. Non mais bien entendu. Vous y croyez ? Je pense personnellement qu'il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, mais je ne peux pas le démontrer, donc j'évite de faire des plans là-dessus. Évidemment. Mais en admettant un instant que ça puisse être le cas, pour faire marcher l'histoire, le narratif, il faut quand même sanctionner les gens qui se sont avérés responsables de cette attaque terroriste organisée par Londres, Washington et Kiev contre Vladimir Poutine. Pour qu'il y ait vraisemblance, il fallait quand même virer Shoigu, comme l'avait fait Gorbatchev en 87, quand un jeune Allemand avait fait atterrir son avion sur la place Rouge. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées et le chef de la défense aérienne avaient été virés dans les 2 jours. Là, rien de tout ça. Et là, rien. Alors,